Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Une école de la réussite pour tous, où chaque enfant a sa place, c'est l'idée pour laquelle se bat ATD Quart-Monde. Comment y arriver dans les faits? On en parle tout de suite avec sa présidente qui sera notre invitée. Noël approche à grands pas. Vous n'avez peut-être pas encore fait tous vos cadeaux. En deuxième partie d'émission, focus sur l'enseigne Oxybul qui propose des jouets ludopédagogiques pour les enfants. Enfin, dans Vue à l'étranger, Michael Dos Santos nous emmènera au Sénégal. Un rapport Amnesty International pointe du doigt les mauvais traitements dont sont victimes des élèves d'écoles coraniques. Michael, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Michael. Bonjour. On commence avec cette école dont Loïc nous parlait hier. Chauffage à 14 degrés, fenêtres cassées, absence d'électricité. On a découvert les conditions indignes dans lesquelles travaillent les élèves et les enseignants du lycée Voyaume d'Aulnay-sous-Bois. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, s'est rendu sur place. Oui, aujourd'hui, il a pu constater la vétusté des lieux qu'il avait qualifié d'intolérables la veille sur Twitter. Lors de ce déplacement, il a insisté sur l'urgence à entreprendre des travaux tout en refusant une vision misérabiliste de la Seine-Saint-Denis. Un Pape Ndiaye accueilli par les enseignants avec qui il a pu échanger au cri de rupture d'égalité. Regardez. Même si les bâtimentaires relèvent pour les lycées de la région, pour les collèges des départements. Et lors de cette visite, Valérie Pécresse était également présente à ses côtés, responsable du bâti. La présidente de la région Île-de-France a accusé son prédécesseur de gauche, Jean-Paul Huchon, d'avoir laissé 200 lycées dans cet état. 6 milliards ont déjà été mis sur la table, 53 millions d'euros pour ce seul établissement dont les travaux seront terminés en 2028. Insuffisant en tout cas, juge ce professeur du lycée d'Aulnay-sous-Bois. Avec tout ce qu'il y a à faire, ça ne sera jamais rapide. On a déjà dépassé le stade de l'urgence. Il a fallu un vrai choc médiatique pour que tout à coup, toutes ces belles personnes arrivent comme un seul homme. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Cette abnégation dont on fait preuve, les élèves et les collègues, elle démontre qu'il y a des vraies possibilités, il y a des talents ici. Donnez-leur de la lumière, donnez-leur une température dans laquelle ils puissent travailler correctement. Et de leur côté, les parents d'élèves demandent des cours à distance ou dans un autre lieu d'ici les vacances de Noël. En attendant, depuis la médiatisation de cette affaire, quelques murs et plafonds ont déjà été colmatés. Une agence de maintenance s'est également déplacée pour les problèmes de chauffage. Les lycéens font beaucoup plus attention à leurs notes depuis la réforme du bac. C'est ce que révèlent nos confrères de 20 minutes. C'est ce qu'on appelle le fameux contrôle continu. Désormais, toutes les notes en première et terminale sont prises en compte pour 40% de la note finale du bac, 100% même pour les matières qui ne comptent pas à d'épreuves finales. Parcoursup scrute également, bien sûr, tous ces bulletins pour définir l'avenir des lycéens. Fini donc le bachotage de dernière minute, ça ne suffit plus. Les élèves vivent chaque examen comme une finale et la concurrence est donc accrue dans les salles de classe. C'est positif? C'est positif, mais comme toute réforme, forcément, il y a un peu de moins bon. Parmi les problèmes rencontrés sur le terrain, le stress a augmenté chez les élèves. Une accumulation de mauvaises notes peut vite en décourager certains. D'autres s'absentent même des contrôles jugés difficiles. Enfin, les notes sont beaucoup plus contestées par les élèves et les parents, 5 fois plus qu'il y a 5 ans, révèle une professeure. Pour limiter les plaintes, certains d'entre eux ont décidé donc de retenir les notes jusqu'au conseil de classe. D'autres préfèrent, eux, céder face à la pression, c'est-à-dire réévaluer les notes ou offrir aux élèves l'opportunité de pouvoir faire d'autres contrôles, tout simplement. On termine avec un jeu vidéo baptisé Horizon. Il a été proposé à des élèves d'une école de la seconde chance dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Ces établissements financés en partie par l'État, permettent à des élèves âgés de 16 à 25 ans de trouver un emploi ou une formation. Et dans ce jeu vidéo, tout commence avec une catastrophe qui vient de détruire une ville entière. Les joueurs doivent tout reconstruire de A à Z, l'occasion parfaite de découvrir plusieurs métiers. Et interrogé par Europe 1, un élève raconte comment en quelques clics, il est devenu virtuellement menuisier. Écoutez. Il y a des entreprises qui ont commandé un certain type de bois et donc du coup il y a le bon de commande et le personnage doit préparer tout le matériel qui va être nécessaire. On doit calculer exactement de combien de planches de 2 mètres, 5 mètres, qu'il y a besoin, etc. Bon, les mathématiques c'est pas mon fort mais ça reste assez intéressant au niveau du jeu et tout, c'est bien pensé. Et au-delà de ce jeu, bien sûr, les élèves vont pouvoir tester des autres métiers sur le terrain, cette fois-ci, notamment des secteurs de tension comme le bâtiment ou encore la restauration. Ça a l'air chouette comme idée. C'est plutôt pas mal. On a envie de jouer au jeu, donc si vous pouvez nous l'envoyer.
Au cas où. Récupère. On sait jamais. Merci, Mickaël. Comment faire pour que l'école soit une réussite pour tous les élèves? C'est notre question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Marie-Alette Grard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente d'ATD Quart Monde France, une ONG qui lutte contre la pauvreté. Des associations, des ONG qui luttent contre la pauvreté, il y en a bien sûr. La spécificité d'ATD Quart Monde, c'est que le mouvement a été créé par un homme qui s'appelle Joseph Wresinski, c'est comme ça qu'on prononce. Oui, tout à fait. Un homme qui est né lui-même dans la misère. Je ramène tout de suite au sujet de l'école. Est-ce qu'aujourd'hui les décideurs, ceux qui font partie justement de l'éducation nationale, sont totalement déconnectés des problématiques qui concernent les enfants pauvres parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été réellement confrontés à cette extrême pauvreté? Il y a sans doute de cela, mais je veux juste reprendre ce que vous venez de dire sur Joseph Wresinski. Quand il est arrivé dans un bidonville en 1957 à Noisy-le-Grand, bidonville où plus personne ne voulait aller, où on l'a envoyé pour aller s'occuper des plus pauvres, être avec les plus pauvres, il a proposé aux plus pauvres de supprimer la soupe populaire et d'aller la chercher en dehors du bidonville, mais de mettre en place dans ce bidonville, c'est juste pour vous dire qui nous sommes, de mettre en place dans ce bidonville, à la place de la soupe populaire, une laverie pour pouvoir laver les vêtements des parents et des enfants, pour que les parents puissent aller chercher un emploi et pour que les enfants puissent aller à l'école. L'éducation, très importante. Et puis il a mis en place un jardin d'enfants et une bibliothèque. La culture avant tout. La culture avant tout. Pour pouvoir justement sortir de cette spirale infernale. Absolument. Pour pouvoir avoir sa place, une vraie place dans la société, la culture et l'éducation avant tout. Le fondateur d'ATD Quart Monde raconte que les mêmes personnes qui aidaient sa famille, qui l'aidaient lui-même lorsqu'il était petit, étaient les mêmes qui l'humiliaient au même moment. Le projet d'ATD Quart Monde était donc avant tout un projet pour transformer justement les relations entre ceux qui aident et ceux qui sont aidés. Aujourd'hui, vous pensez que cela a fonctionné ? Vous savez, on m'a toujours appris que la main qui donne n'est pas au même niveau que celle qui reçoit. Vous voyez ce que je veux dire? La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Est-ce que c'est vrai, ça, vraiment? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce que nous cherchons à ATD Quart Monde, c'est que les 9 millions de personnes, plus de 9 millions de personnes dans notre pays qui vivent sous le seuil de pauvreté, puissent avoir une vraie place de citoyens à part entière dans notre société. Et non pas que chacune et chacun décide pour eux quelle place ils peuvent avoir dans la société. Parce que c'est ça dont souffrait Joseph Wresinski. Et il l'a très bien compris et ressenti. C'est pour ça qu'il a voulu mener ce combat ensuite. C'est que c'est à lui de décider quelle place il va prendre dans la société, quelle place il va pouvoir occuper dans la société, comment imaginer son avenir. Or, ce que moi j'ai plutôt appris, et n'étant pas d'un milieu défavorisé, on m'a plutôt dit que j'avais des choses à apprendre aux plus pauvres pour qu'ils puissent s'en sortir. Et ce que nous disons, et je n'ai rien contre cet état d'esprit, mais ce que nous prônons à ATD Quart Monde depuis plus de 60 ans et que nous expérimentons pour vraiment pouvoir éradiquer la grande pauvreté, c'est de faire avec les plus pauvres, de vraiment réfléchir les choses avec les personnes très pauvres. Ce sont elles qui ont les solutions. Et ce que nous demandons au pouvoir public, par exemple lorsque l'on parle d'éducation, c'est que les enseignants aient vraiment une formation à la connaissance des différents milieux sociaux. Pouvoir connaître les différents milieux sociaux pour pouvoir comprendre les enfants qu'ils ont dans leur classe et les parents avec lesquels ils doivent dialoguer. Les personnes qui ne vivent pas dans la grande pauvreté n'ont pas le même quotidien que ceux qui vivent dans la grande pauvreté. Et puis ils ont des fantasmes sur cette pauvreté dont vous parlez, c'est-à-dire qu'ils ne savent absolument pas à quoi elle correspond. On imagine des choses, alors que, en fait, simplement, les personnes qui vivent dans la grande pauvreté n'ont pas les mêmes réponses aux questions que nous nous posons, parce que leur quotidien est extrêmement différent. Mais nous ne sommes pas si différents que cela. Ce qu'il faut, c'est du temps. Je mets un T majuscule à temps. Parce qu'il faut du temps pour se connaître et ensuite se reconnaître et oser faire des choses ensemble. Que les enseignants osent dialoguer avec ses parents comme avec les autres parents, sans mettre d'emblée l'étiquette sur un enfant en disant celui-là, de toute façon, il vit dans un centre d'hébergement, donc ça va être compliqué pour lui. Il faut que nous sortions de ça.
Le gouvernement en parle beaucoup justement d'inégalités, notamment à l'école, d'inégalités sociales. Il parle de mixité sociale, c'est le mot qui ressort souvent, et de volonté de gommer justement ces inégalités. Toutes les aides ont été mises en place, enfin en tout cas beaucoup d'aides ont été mises en place dans les fameuses REP, les réseaux d'éducation prioritaire. Mais justement, là-bas, il y a des aides. Là, on parle de lieux où il n'y a pas d'aide, de lieux où les familles, malheureusement, se retrouvent dans un état d'extrême pauvreté. Je ne me trompe pas ? Écoutez, en fait, le souci, c'est que il y a des aides en REP et en REP+, il y a des soutiens aux enseignants. Il y a des moyens supplémentaires dans certains quartiers, entendus. Mais le souci quand même que nous avons, c'est que dans notre système scolaire obligatoire, de la maternelle à la fin du collège, il y a 3 millions d'enfants qui vivent dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. 3 millions. Ça veut dire qu'il n'y en a pas simplement en REP et en REP+, qu'il y en a partout. Et parmi ces 3 millions, il y en a 1,6 million qui vivent dans une famille qui vit dans la grande pauvreté. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de former les enseignants. On fait des choses, on peut faire des aides, on peut donner un peu plus de moyens. Des moyens de formation, c'est vraiment essentiel. On va parler justement des enseignants, des parents, du rôle de chacun effectivement dans la société. J'aurais juste une dernière question par rapport justement au gouvernement et à ce qui a été mis en place ou non justement et votre sentiment par rapport à ça. Est-ce que dans les faits, vous avez l'impression, peut-être même sans même le conscientiser, si je peux éventuellement excuser la situation et encore, mais fait preuve de mépris à l'égard de classes sociales les plus pauvres justement qui se retrouvent dans cette détresse-là et dont on a l'impression qu'ils sont esselés, abandonnés. Vous parlez de 9 millions de gens, c'est colossal. 1 million déjà, ce serait beaucoup trop, et 1000, ce serait beaucoup trop. Mais enfin, 9 millions. C'est énorme. C'est énorme. Alors vous avez raison. Les plus pauvres ressentent à longueur de journée l'humiliation, le mépris de la part des autres personnes de la société. Et je vais vous donner un exemple qui peut nous paraître quelque chose, une bonne idée du gouvernement. Ces petits déjeuners pour ces enfants qui n'ont pas de petit déjeuner à la maison. Ça peut paraître une bonne idée comme ça. Mais qu'est-ce que nous ont dit les parents qui vivent dans la grande pauvreté et qui ont leurs enfants à la maison, mais qui ont du mal, évidemment, qui ont beaucoup de mal à vivre chaque jour. Mais ce que je veux, moi, c'est pouvoir donner un vrai petit déjeuner à mon enfant à la maison, comme tout parent. Avoir les capacités de moi-même lui offrir. Avoir les capacités, moi, de lui offrir un vrai petit déjeuner. Ce n'est pas à l'école d'offrir un petit déjeuner à mon enfant. Et pourquoi dire que pour ces enfants-là, il va falloir faire un petit déjeuner et pas pour les autres? Le droit commun pour tous. Il faut absolument faire les mêmes mesures pour tous. Pas de mesures particulières. Vraiment, les mêmes mesures pour tous. Comme ça, on arrête de stigmatiser, d'humilier, de montrer du doigt. Les faits sont là, 72%, j'insiste sur le chiffre, des élèves de SECPA, donc ce sont les sections d'enseignement général et professionnel adapté, sont des enfants de milieux défavorisés. Plus de la moitié, donc 56,9% des élèves sont issus de milieux sociaux défavorisés également dans la voie professionnelle. C'est plus de la moitié. Est-ce qu'on ne réussit pas visiblement à faire bouger les choses? Est-ce qu'il y a un ancrage qui fait que lorsque l'on est dans une famille défavorisée, on a toutes les chances, ou presque, finalement, d'être aussi défavorisé, sa condition défavorisée après, plus tard? Alors, il y a plusieurs choses. Ces chiffres sont terribles. C'est quand même un déterminisme social absolument terrible. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement que c'est terriblement héréditaire. Quand vos parents ont eu un parcours scolaire tout à fait déplorable à cause de la grande pauvreté, malheureusement, vous avez de grandes chances, entre guillemets, d'avoir également un parcours comme celui-là. Mais pourquoi c'est terriblement héréditaire? Parce que vos parents n'ont pas les clés, n'ont pas les mots, le langage, pour savoir comment répondre aux propositions d'orientation, aux propositions qui sont faites pour leurs enfants. Et pourtant, vous les faites parler, les sans-voix. Justement. Les sans-voix parlent de l'école, l'égale dignité des invisibles, sous la direction de Marie-Laure Grard. C'est le livre que vous sortez aux éditions Le Bordelot Édition. Je me permets de le citer en même temps que votre... Vous avez tout à fait raison, parce que c'est la première fois dans un livre que l'on donne la parole aux personnes qui n'ont pas la parole, aux sans-voix, justement. Il y a dedans 10 militants quart monde qui racontent leur parcours scolaire,
tout à fait édifiant, malheureusement, mais qui donne aussi des idées pour l'école, pour cette école de la réussite de tous à laquelle ils aspirent absolument. Et ils ont vraiment des idées pour cette école. Donc il faut absolument les écouter et bâtir avec eux. Est-ce que, je vous cite, c'est un système scolaire qui met en place de multiples manières d'exclure. Est-ce que eux-mêmes, ceux qui par exemple ont témoigné dans votre livre, ou ceux que vous rencontrez au quotidien, vous disent en fait, même si on a envie d'en sortir, c'est terriblement pénible parce que l'école, de par ses traditions, peut-être de par son système, fait qu'on est constamment dans l'exclusion et non pas dans l'inclusion. C'est Franck, l'un des militants qui témoigne dans ce livre avec lequel je discute, qui dit que ses enfants auraient voulu faire des études plus longues, mais que les 3 premiers sont allés en SECPA et que la 4e est aussi allée en SECPA. Et qu'il a réalisé pour la 4e qu'il aurait dû signer un papier pour les 3 premiers qu'un éducateur a signé à sa place, qu'il n'a même pas eu à signer. On ne lui a même pas donné ce papier à signer. Ça veut dire qu'on ne lui a pas laissé le choix, en fait. On lui a dit... C'était de fait. C'est de fait. Ça sera très bien pour vos enfants. La méritocratie, c'est troublant. Discuter avec vous est vraiment passionnant et je pense que pour tous ceux qui nous suivent, évidemment, de se prendre conscience de cette réalité. Il ne s'agit pas de montrer du doigt les enseignants, de montrer du doigt qui que ce soit. Il s'agit de prendre conscience que nous ne pouvons pas laisser de côté 100 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire avec rien. Nous ne pouvons pas continuer d'avoir ces jeunes, comme vous le disiez, 72% en SECPA. Vous savez que les 72% en SECPA, il y en a 67% qui sortent avec rien. Aucun diplôme, aucune inscription nulle part. Et surtout aucune envie, aucune volonté, parce qu'ils ont brisés. Ils ont été cassés. Et brimés aussi. Absolument, en fait. Brisés surtout, c'est vraiment ça. Alors ATD Quart Monde s'implique justement pour casser ce fameux cercle vicieux dont on parle et permettre la réussite de tous les élèves, notamment issus de milieux précaires. Depuis 2017, si j'ai bien noté, vous menez une action qui s'appelle Recherche-Action CIPES, vous dites comme ça, pour choisir l'inclusion, pour éviter la ségrégation. Vous dites CIP ou CIPES, je sais pas. C'est comme la NUPES, on ne sait plus si c'est NUPS ou NUP. Cette action, elle croise plusieurs expertises. C'est-à-dire que vous réunissez à la fois des chercheurs, des enseignants, des syndicats, des élèves aussi. Des mouvements pédagogiques, ouais. Les élèves et des parents qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Les parents qui ont l'expérience de la grande pauvreté dans cette recherche et expérimentation sont aux côtés des chercheurs pour aller observer dans les classes. Alors, ils arrivent dans une classe. Ils y restent combien de temps ? 2 jours. D'accord. Et pendant 2 jours, ils observent, ils notent. Ils ne disent rien, ils notent. Ils débriefent le midi et le soir avec le chercheur pour parler de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont observé. On n'est pas là pour juger le travail de l'enseignant, on est là pour comprendre pourquoi des enfants sont en situation d'exclusion dans une classe, de quelle manière ils sont en situation d'exclusion et comment ça se passe. Ceux-ci sont encore dans une situation, si je peux dire, d'espoir. Oui. Parce que plein d'autres, j'imagine, ont déjà baissé les bras et dit ça sert à rien que j'y aille, de toute façon, on fera rien pour nous. Les parents ? Oui. Alors non. Non ? Non, je veux vous témoigner du fait que les parents, ils n'osent pas tous prendre la parole. C'est clair. Et les personnes dont je vous parle, et les personnes qui parlent dans ce livre, ce sont ceux que nous appelons à ATD Quart Monde des militants Quart Monde. Des gens qui se sont mis debout, qui vivent dans la grande pauvreté, mais qui se mettent debout pour aller en chercher d'autres et pour dire ça doit changer. Je dois faire changer les choses. Donc les parents... Tous les parents veulent que leur enfant réussisse à l'école. Moi, je suis vraiment convaincue de cela. Tous les parents qui vivent dans la grande pauvreté veulent que leurs enfants réussissent à l'école. Ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas les codes, mais vraiment, c'est leur souhait le plus cher. D'ailleurs, franchement, un parent, qu'est-ce qu'il a de plus cher ? C'est son enfant. Bien sûr. Ma question était plutôt dirigée dans le sens où peut-être que lorsqu'on est dans une situation si terrible et qu'on est dans ce cercle vicieux dont on parlait, c'est-à-dire que c'est difficile de sortir de cette extrême pauvreté parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas le choix, parce qu'effectivement, on pense pour nous, oui, à notre place. Mais justement, l'école, disent-ils, va permettre à mon enfant d'avoir une vie meilleure que la mienne. L'école va permettre à mon enfant d'avoir une vie meilleure que la mienne. Et ça, c'est une phrase ils la disent tous. C'est assez étonnant. C'est comme si c'était un leitmotiv. Ils ne se la passent pas les uns aux autres, mais pourtant, c'est comme ça. Et donc, le lien se fait donc notamment avec ces parents dont on parlait, les chercheurs et les professeurs dont vous parliez. Et les enseignants, dans une quinzaine d'écoles. Donc, nous faisons cette recherche sur 5 ans.
C'est une recherche, alors elle n'a pas démarré en 2017. En 2017, nous avons fait des interviews pour savoir si vraiment il fallait faire cette recherche. Puis nous avons travaillé avec des chercheurs, des enseignants et nos partenaires syndicats, mouvements pédagogiques et fédérations de parents d'élèves pour voir si ça valait le coup de faire un tel travail pendant 5 ans. Et nous avons démarré juste avant Covid. Donc évidemment, on a pris un peu de retard avec Covid, qui a quand même eu un impact sur les écoles très fort. Ça serait bien que si on peut en dire quelques mots. Parlons-en tout de suite, d'ailleurs, parce qu'effectivement, ce moment a été très pénible, avec le confinement, avec aussi cette distance qui, j'imagine, a été encore plus lourde à porter pour les familles et les enfants qui se sont retrouvés totalement coupés du monde. Alors vous savez, sur Covid, moi, je dis toujours une première chose, c'est que les enseignants ont vraiment eu la vie dure. Ça a été très dur. La hiérarchie a été très rude avec les enseignants pendant Covid. Franchement, on ne les a pas ménagés. Toutes les heures, on changeait de protocole, de choses. Ils sont sortis complètement épuisés et ils n'ont pas eu de temps, ce que je trouve essentiel, ils n'ont pas eu de temps pour en discuter entre eux. Prendre le temps simplement, entre adultes, de discuter de cette période Covid qui a été si dure, qui a transformé nos vies. Chacune et chacun d'entre nous, ça a transformé nos vies. Il faut prendre le temps d'en parler pour pouvoir en parler avec les enfants et les jeunes qu'ils ont dans les classes. Et aussi les parents qui, à ce moment-là... Parce que, quand même, les enfants de milieux très défavorisés ont payé le prix cher dans Covid. Et les familles de milieux très défavorisés ont payé le prix cher. C'est dans ces familles-là qu'il y a le plus de morts. Il ne faut quand même pas se voiler la face. Lorsque vous vivez dans la grande pauvreté, vous êtes avec une pathologie, très souvent une pathologie chronique, qui est à risque avec Covid. Donc évidemment, c'est malheureusement dans ce milieu-là qu'on a payé le prix le plus cher à Covid. Mais au-delà de ça, ce que nous disent les enseignants et ce que nous disent aussi les familles, on a vu des familles qui, de peur d'attraper Covid, ne sont pas sorties pendant 2 ans, sont sorties juste pour faire les courses, 2 ans. Sans accompagner les enfants à l'école, sans descendre jouer aux jeux en bas de l'immeuble, sans retourner au centre social dans lequel ils font des choses et la socialisation pour les adultes et pour les enfants. C'est très dommageable. Donc ce que nous disent les enseignants de maternelle en particulier, c'est qu'il y a comme une génération Covid qui arrive là. C'est-à-dire des enfants qui n'ont pas le langage, qui ne sont pas propres et qui ne sont pas du tout socialisés. Et ça, c'est grave, parce qu'on sait l'impact que ça va avoir. Ça ne sera pas 72%, ça sera 85% en SECPA. On est déjà à 80% en Ulysse, ça va être 90%. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant. C'est pour ça que nous menons cette recherche, pour qu'on arrête ce déterminisme social qui fait que l'on oriente, dès le plus jeune âge, dès la fin de la maternelle et au milieu de l'école élémentaire, des enfants de milieux très défavorisés vers des filières spécialisées ou vers des filières du handicap qui ne leur permettent pas de développer leur intelligence comme les autres et surtout qui ne leur permettent pas de choisir leur orientation, etc. On essaye de répondre à la difficulté scolaire par une orientation non choisie. Et ça, c'est pas possible. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, elle serait choisie si on veut devenir menuisier ou autre. Absolument. Il n'y a aucun problème. Oui, moi, j'ai passé un CAP. Je suis photographe. J'ai passé un CAP de photographe et je n'aurais pas passé un autre CAP. Mais je reviens à vos chiffres de SECPA. Oui. Dans les 72%, il y a donc 67% qui sortent avec rien. Et il y en a, 63% qui sortent avec rien, excusez-moi, je me suis trompée, et 37% qui vont vers un CAP. Mais un CAP très souvent non choisi. C'est terrible. Vous n'imaginez pas d'aller mettre votre enfant vers un CAP qu'il n'a pas choisi. On ne va pas faire ébéniste quand on veut faire de l'électricité ou de la photographie, que sais-je. Bien sûr. On parlait tout à l'instant, effectivement, de cette fameuse action, recherche, action CIPES, on va l'appeler comme ça, choisir l'inclusion pour éviter la ségrégation. On parlait donc des chercheurs, des enseignants et des parents. Les parents, et on parlait du Covid à l'instant, les parents, pendant le confinement, on a dit qu'effectivement, ils avaient un rôle trop important. Ces mêmes parents qui ont félicité à cet instant-là, au sortir du Covid, les professionnels, c'est-à-dire les enseignants, en disant « Ouh là là, on a essayé effectivement de faire classe à nos enfants pendant cette période-là, ça a été extrêmement douloureux. On se rend compte à quel point votre métier est difficile. » Et ces mêmes enseignants sont aujourd'hui très souvent dans un désarroi et dans une lutte de dialogue
avec les parents. Est-ce que vous arrivez finalement, au sein justement des recherches, des actions que vous menez, à créer ce dialogue qui est vraiment productif, qui crée en fait une émulation positive et productive pour tous ces enfants qui sont dans cette extrême pauvreté? Alors, il y a 3 choses dans ce que vous me dites là, si vous me permettez. Une première chose, c'est que quand même, avec Covid, on a osé dire continuité pédagogique pour les parents. Il faut quand même oser, de la part de la hiérarchie de l'éducation nationale, d'imaginer, de dire aux parents, maintenant, vous allez faire la continuité pédagogique. Mais à quel moment on a parlé pédagogie aux parents? Jamais. Jamais. On ne parle jamais pédagogie aux parents. Surtout, quand c'est un on métier. dit pédagogie, quand un parent dit pédagogie dans un conseil d'école, on lui répond « ce n'est pas de votre ressort ». Oui, forcément, c'est un métier, ça s'apprend. C'est un métier, la pédagogie, ça s'apprend. On a des formations pour cela. Donc là, continuité pédagogique, c'était quand même un peu fort. Et pour les parents qui ont l'expérience de la grande pauvreté, j'ai en tête quelques-uns qui m'ont appelé à ce moment-là en me disant leur désarroi. Mais tu comprends, depuis toujours, on me dit que je ne peux pas suivre les travaux de mes enfants en sortant de l'école, que je dois les mettre au soutien scolaire parce que je ne suis pas capable. Et là, tout à coup, on me dit, je dois le faire. Ils se sont retrouvés dans des situations infernales. J'ai appris à faire les divisions d'une telle manière. L'enseignante propose une autre manière que je ne comprends pas. Si j'apprends avec ma manière à ma fille, elle va se faire gronder en retournant en classe. Et puis surtout, si on doit rompre justement le système de cercle vicieux qui s'opère dans les familles qui sont dans une extrême pauvreté, qui pour certains ne savent pas forcément lire et écrire convenablement, souhaitent autre chose pour leurs enfants et n'ont pas la capacité d'offrir. Mais là, on leur a dit, continuité pédagogique, débrouillez-vous. Dans un logement trop petit, à 5 dans la même pièce pour faire les devoirs, enfin... Vraiment une pression pour les parents qui a été très difficile. Vous avez raison, Covid a particulièrement touché cette relation parent-enseignant. C'est vraiment dommageable. Parfois, ils disent on est revenu des années en arrière. Et puis, au contraire, ils rebondissent là-dessus en disant c'est peut-être l'occasion de créer de nouvelles manières de faire et de chercher comment on va pouvoir enfin avoir un vrai lien avec les parents. Dans la recherche CIPES que nous faisons, c'est un des points que, évidemment, les enseignants travaillent beaucoup pour voir comment aller rencontrer tous les parents, pouvoir rencontrer tous les parents. Bon, en tout cas, si vous voulez savoir tout davantage de notre échange, vous pouvez retrouver le livre de Marielle Grard, « Quand les sans-voix parlent de l'école ». Enfin, les sans-voix ont une voix. L'égale dignité des invisibles, voilà, c'est paru chez Au bord de l'eau, édition Carmonde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. J'aimerais échanger pendant des heures sur ce sujet qui est un sujet primordial pour nous, pour tous les Français. Tous que nous sommes aujourd'hui. Ça nous concerne tous, absolument. Exactement, et ce serait bien que ça nous concerne davantage, encore plus. Merci. Dernière petite chose, et j'ai le droit de le dire parce que c'est une association, enfin c'est une ONG, pardon, si on veut faire un don, on va sur le site atdcarmonde.fr. Voilà, ça sert, vous le savez, c'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup. On ne peut pas faire autrement. Oui. Merci beaucoup Marielle Grard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente d'ATD Carmonde, une ONG qui lutte, c'est pas une ONG, c'est l'ONG qui lutte pour l'extrême pauvreté. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera, le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain.
En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Catherine de Blecker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Oxybul. Oxybul, tout le monde connaît cette marque Oxybul. J'aimerais que vous nous présentiez quand même la marque, même si c'est un ADN très fort, surtout parce qu'en fait, ce sont des jouets uniquement à portée pédagogique. Je ne me trompe pas? Absolument. C'est vrai que Oxybul, qu'on dit aussi éveillé jeu, que beaucoup de gens connaissent encore historiquement, est une marque enseigne et une marque produit qui existe maintenant à peu près 33 ans, qui a comme mission de développer et éveiller tous les talents de tous les enfants. Et ça autour de 4 valeurs. La première, vous l'avez dit, les produits ludopédagogiques. Donc toujours, ludo, c'est pour le jeu. Voilà, pour que ce soit quand même le jeu, mais pédagogique. Si l'enfant n'apprend pas par le jeu, on ne le sélectionne pas, on ne le créera pas. Après, accessible, ça veut dire accessible pour tous les enfants, donc on est aussi inclusif, mais en même temps, ça veut aussi dire que le jeu ne doit pas prendre des heures à jouer ou à le comprendre, parce qu'on invite les parents à jouer un petit peu tous les jours. Donc, un jeu où on doit prendre 15 minutes pour le comprendre, on ne va pas le sélectionner. Et il faut pouvoir jouer très vite pendant quelques moments. Aussi accessible veut dire aussi qu'on cherche le meilleur qualité-prix au niveau des produits et qu'on puisse aussi inviter tous les talents, donc aussi les enfants qui sont en situation de handicap peuvent jouer avec nos jouets. Et il y a une autre portée qui est intéressante, je crois, qu'ils sont responsables et durables. Voilà, exactement. La durabilité est très importante pour nous. Ça veut dire que nos produits sont souvent dans le collectif, la mémoire collective des parents. Ah, j'ai joué avec et je le transmets. Donc transmissible aux autres enfants, cousins, cousines ou frères ou sœurs. Mais aussi pas la mode. Parce que dans la mode, c'est jetable. Donc on reste dans la durabilité et la transmission. Et la responsabilité, effectivement, rentre dans notre RSE, d'abord écologique, bien sûr, mais aussi notre engagement de pouvoir accompagner les enfants à grandir en toute confiance et donc, justement, pouvoir être acteurs demain. Je ne voudrais pas faire de la philosophie de comptoir, mais c'est vrai qu'être à la mode, finalement, c'est être intemporel, non? Être à la mode, pas Chanel, forcément. Coco Chanel, regardez. Absolument, absolument. Mais pour moi, pour le coup, dans le jouet, quand on dit à la mode, on parle beaucoup des licences qui, pour le coup, sont effectivement stimulées, où on dit à l'enfant, va dire à tes parents que ce produit-là, c'est le produit à la mode, qu'il achèterait bien. On n'est pas sûr que ce produit restera dans le temps. Il y a des licences qu'on a, parce qu'ils restent dans le temps, et ils sont intemporels. Mais quand ils sont juste créés, on dit toujours, on va regarder si ça va rester dans le temps. Mais alors forcément, qui dit ludopédagogique, qui dit accessible, qui dit responsable, qui dit durable et pas à la mode, dit pas de Marvel, pas de Princesse Reine des Neiges, pas de tout ça, pas de Pokémon, rien. Non, alors Pokémon, typiquement, ça pourrait être une licence dans ces cartes qui durent maintenant depuis 30 ans et qui rentrent dans la mémoire collective des gens. Mais effectivement, pourquoi on ne dit pas de licence ? La limite, c'est l'imagination de l'enfant. Quand on parle d'une licence, on met l'enfant dans un cadre de référence et de dire c'est là-dedans qu'il va falloir que je fonctionne. Et c'est ça qu'on essaye d'empêcher et d'ouvrir. Et justement, c'est pour ça qu'on n'a pas de licence. C'est le même sujet sur la mixité et le fameux mot qu'on n'aime pas du tout, le non-genré, où on dit c'est pour un garçon ou une fille. Non, c'est chaque enfant doit pouvoir jouer avec tout son imaginaire et tout ce qu'il a envie de jouer. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de licence. D'accord. Alors effectivement, j'en profite parce que j'ai plein de questions à vous poser, mais enfin on a quand même 2-3 petites choses. Oui. Déjà un petit, voilà, un jouet. On vient de lancer. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. En fait, c'est une station de manipulation, de plein de manipulations. En fait, notre offre, elle est organisée autour des talents, mais pour le tout petit. Tous ces talents sont en pleine ébullition et donc en fait on le stimule. Là, ça c'est typiquement dans notre gamme Manibule. Un enfant qui commence à être assis peut commencer à manipuler des choses et donc est très curieux. Donc c'est le cas de Mickaël qui est très curieux. C'est un enfant. Mais c'est vrai qu'on adore parce qu'il y a les couleurs, donc c'est pour l'éveil des sens aussi. Exactement. La couleur, justement, vous voyez que le décor n'a pas de petites fleurs ou de petits imprimés parce que la couleur invite l'enfant à l'action. Encore une fois, pour ne pas le mettre en méfiance, pour le mettre en confiance et ne pas le mettre en situation d'échec, on l'invite à faire une manipulation là où il y a de la couleur. Donc ça, c'est très important. Les couleurs sont très fortes et primaires. Il y a de la couleur partout. Hein, il y en a partout.
sont très fortes et primaires pour que justement ils puissent bien les voir et qu'ils puissent être invités à manipuler les sujets. Voilà. Alors, vous êtes très très fort, je le vois, et là on a encore effectivement le trotteur, le fameux trotteur, pareil, avec la musique, les sens, les couleurs, les formes, enfin on a tout. J'ai 2 enfants, donc j'ai eu, je pense avoir une énorme carte chez Oxybul de consommation. C'est génialissime. Et vous êtes les premiers, si ce n'est, enfin en tout cas je pense clairement les premiers pour en tout cas les 0-6 ans, effectivement, en édo-éducatif. C'est plutôt très fort. Et c'est surtout parce qu'en fait les produits qu'on crée et qu'on sélectionne, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec des spécialisés de la petite enfance. C'était ma question. Orthophonistes, tous ces gens-là, on travaille à chaque fois avec eux. Une fois qu'eux, ils ont posé typiquement l'inclinaison parfaite pour l'enfant quand il doit apprendre à marcher ou quoi que ce soit, on le montre à nos parents pilotes. Nous avons 3000 parents pilotes qui travaillent tous avec nous d'une manière complètement bénévole. On les invite tous les ans, on refuse du monde d'ailleurs. Et donc on travaille avec eux en ligne, mais aussi en vis-à-vis. Ils viennent parfois avec leurs enfants, parfois juste pour une table ronde. Et donc une fois qu'on leur a montré l'objet, la maquette ou le dessin, ils vont nous faire un retour. Typiquement sur ce fameux trotteur qui est un best-seller, les parents nous disaient, mais parfois quand il apprend à courir avec, il court trop vite avec. Et donc justement, vous ne pourrez pas mettre un ralentisseur dessus. C'est pas forcément le psychomotricien qui va nous le dire, c'est le parent qui va nous le dire. Ou il va nous dire, et si vous pouvez mettre un petit casier, parce qu'il adore emmener son doudou. Donc en fait, c'est ce travail qu'on fait avec nos parents. Ils sont co-constructeurs en fait. Exactement, c'est la vraie co-création qu'on fait avec eux. Et du coup, les freins sont très utiles. Oui, voilà. Oui, ça va vite parfois. Voilà, parfois quand ils sont trop contents de courir avec, c'est effectivement ces sujets-là. Et donc on travaille tout le temps avec nos parents. Et est-ce que justement les parents semblent plus concernés par ce qu'apprennent leurs enfants quand car ils ont goûté aux joies de l'école à la maison, justement, quand on leur propose des jouets, enfin des jeux qui sont pédagogiques. En fait, il y a eu une grande révélation aux parents pendant le confinement, parce qu'ils ont vu leurs enfants en permanence avec eux, et ils ont découvert que c'est par le jeu que l'enfant apprend. Et que donc, du coup, avoir des jouets pédagogiques sont beaucoup plus utiles et durables dans le temps, parce qu'ils jouent beaucoup plus longtemps avec que... On va le redire, un produit à la mode qu'il touche et qui va peut-être reposer et plus s'y intéresser. Donc c'est vrai qu'on a vraiment vu un engagement de la part des parents, ça a vraiment accéléré le sujet que de dire, en fait c'est un investissement, c'est un engagement quand j'achète un jouet et c'est pas juste une commodité que on pourrait l'appeler un sèche-pleurs à un moment donné. Et les parents sont de plus en plus engagés, absolument. Marc, parler d'investissement, c'est pas idiot parce qu'en fait c'est vrai que ces jouets, c'est pas des jouets qu'on jette la saison d'après. Ils restent pour les frères et sœurs et pourquoi pas les cousins. Ou la revente. Ou la revente. Donc nous, on a la Litrock depuis plus de 10 ans. C'est la seconde main. C'est la seconde main. C'est le parent. Donc il a une plateforme chez nous, c'est-à-dire que dans nos magasins, il y a des espaces où il peut venir revendre son produit à un autre parent, qui peut l'acheter dans le magasin et qui du coup, il a une carte cadeau. Et il peut réinvestir dans le groupe chez nous, parce qu'on est dans le groupe ID Kids où il y a aussi Okaidi, Obaby, Katimini et tout ça. Donc il peut aussi, avec cette carte cadeau, racheter des vêtements sur la plateforme chez nous. Mais effectivement, la deuxième main devient de plus en plus importante. Et c'est vrai qu'on l'intègre presque au moment de l'achat, de dire la revente derrière, combien elle vaut. Voilà. Alors on a une troisième petite perle ici. Badaboom. Alors ça, c'est un best-seller. Ouais, racontez-moi, l'arbre d'équilibre. L'arbre d'équilibre qui je peux l'ouvrir? Oui, bien sûr. Et qui marque donc 3 ans et plus. Et donc, effectivement, l'arbre d'équilibre qui fait plaisir aux enfants et aux adultes. Est-ce qu'on le voit? On va le voir ici, là, voilà. Donc, voilà. Il va falloir poser. Donc, avec le dé, on joue. Et donc, après, on met... D'accord. Donc, en fait, il va pouvoir gérer l'équilibre et voir... Si oui, oh là là. Et ben voilà. Et bien voilà. Voilà. Il fallait pas. Et c'est vrai que même avec les parents à l'apéro, c'est très sympa. Surtout à l'apéro. Exactement. Vous voulez proposer ce jeu-là pour le 31, en fait, voilà, c'est ça? pourquoi pas. C'est vrai qu'en tout cas, il est sur ma table de salon et on joue beaucoup. Voilà. J'ai une petite question qui fâche, on en parlait un peu avant le début de l'émission, mais moi, ma crainte, c'était effectivement le bois. Est-ce que c'est pas dangereux pour les enfants? On en parlait tout à l'heure, parfois les enfants, ça va vite, notamment avec un trotteur. Oui. Et je me disais, est-ce qu'il trébuche? Est-ce qu'il peut se faire mal avec du bois? Alors, est-ce qu'il y a des tests de sécurité qui sont effectués? Absolument. D'abord, il faut quand même bien l'intégrer, c'est que le marché du jouet est très, très normé.
des marchés les plus normés en Europe. Donc il y a ces sujets-là. Et après, typiquement, on travaille sur les arrondis, les tests avec les enfants, des tests de qualité d'un côté, mais aussi d'interaction avec l'enfant derrière. Et non, c'est pas plus dur que le plastique, parfois certains jouent en plastique. D'accord. Non. Et on travaille bien sur tous ces sujets-là et les enfants le testent. Donc au-delà de ça, une fois que le produit est complètement fini, on a aussi des parents testeurs, donc qui testent des jouets chez eux et qui interagissent avec les enfants et qui nous font tout un rapport. Donc ils font le trotteur aussi, les parents. Absolument, oui. Parce que vous avez des jouets en bois, là il y a du métal dans l'autre, celui qu'on a vu au préalable, voilà. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez d'autre comme type de matière? Silicone par exemple, ça pourrait exister? Alors le silicone existe, mais reste quand même aussi un sujet sur toute la recherche sur le plastique aussi. Oui. La durabilité est en fait le sujet numéro 1 qu'il faut qu'on ait bien en tête. Du plastique, effectivement, si on peut s'en passer sans priver des gens de certaines nourritures ou quoi que ce soit, on va le faire. Mais aujourd'hui, le plastique reste quand même très durable. Il est lavable et transmissible. Donc il y a aussi ces sujets-là. Aujourd'hui, on est en pleine recherche sur tous les matériaux. Là où on peut, on s'engage. Du bois FSC, de la peinture à l'eau, du polyester recyclé quand c'est dans du bourrage. Donc tous ces sujets-là existent. Mais effectivement, le silicone est à l'étude. Mais ça a ses avantages comme ses désavantages. Donc c'est vrai que c'est un marché en pleine évolution là-dessus et on est très très engagé. Dernier élément sur la durabilité, c'est le packaging. C'est quand même l'effet le plus pollueur et vous le verrez à Noël. Et donc on regarde quand même pour réduire les packaging parce que plus grand le pack, plus grand le cadeau. Non, en fait, on va un peu à l'encontre du commerce et c'est effectivement de réduire au maximum les packaging ou les mettre en réutilisation, que la boîte soit utilisable pour le jouet ou qui devient un petit tiroir de rangement ou quoi que ce soit derrière et on enlève le plastique pour le coup. C'est pas mal ça, l'idée du tiroir de rangement. Effectivement, on pourra acheter la structure et après s'en servir. Notre assortiment loisirs créa, c'est vraiment ça. C'est une fois qu'on a fait la création, ça devient des petits tiroirs de réutilisation. Pas mal. Ça fait moins de carton à jeter aussi pour les parents. Exactement. Et quelle place pour le Made in France alors? Alors le Made in France, pleine évolution. On travaille, nous, notre offre, on est sur le Made in France et aussi le Made in Europe de plus en plus. C'est à peu près 20% de notre offre. Après, on sépare bien la création et le Made in France. On continue à pousser. Il faut qu'on trouve les usines. Forcément, ils ne sont encore pas tous en Europe, mais c'est en pleine progression et on espère continuer dans ce sens-là. Écoutez, en longue vie à Oxybul. Merci beaucoup Catherine de Blecker d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de cette marque qui s'appelle aussi Éveil & Jeu. Voilà, Oxybul Éveil & Jeu. Oxybul Éveil & Jeu et qui cartonne, que vous connaissez tous bien entendu. Je crois que Mickaël... j'ai le trotteur, j'ai l'ancien modèle. Voilà, donc, celui-là, il est pliable. Voilà, il est juste pliable, mais l'autre est très très bien. Et c'est vrai que juste pour terminer rapidement, c'est des très beaux jouets aussi. On le dit peut-être pas assez, mais dans une chambre d'enfant, c'est magnifique et c'est bien plus beau d'ailleurs que des jouets en plastique. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mickaël, c'est à vous pour votre chronique Vue à l'étranger. Mickaël, cette semaine, on part au Sénégal. L'ONG Amnesty International s'inquiète du sort réservé aux talibés. Oui, ce mot existe. Qui sont les talibés? Racontez-nous. Alors, les talibés, ce sont les enfants des écoles coraniques qu'on appelle les daras, des élèves confiés à des marabouts dès l'âge de 5 ans pour l'apprentissage religieux et scolaire et dont la situation est inquiétante maintenant depuis plusieurs années. Déjà, en 2015, une photo volée dans l'une de ces écoles avait fait scandale. On y voyait un élève de la ville de Touba enchaîné pour éviter qu'il ne s'enfuit. À l'époque, on pensait qu'il ne s'agissait que d'un cas isolé. On avait appris enfin par la suite que d'autres jeunes enfants, entre 8 et 10 ans, subissaient aussi ce genre de maltraitance. Le maître de l'école avait alors affirmé avoir agi sur l'ordre des parents. Il avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Et quelle est la situation depuis ? Au fur et à mesure, on a découvert que les maltraitances sont monnaie courante dans les écoles coraniques. Dans un rapport publié lundi par Amnesty International, l'ONG exhorte le Sénégal à agir au plus vite pour protéger ses enfants, car hormis les chaînes aux pieds, les élèves sont obligés aussi de mendier dans la rue plusieurs heures par jour pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs maîtres d'école, autrement dit pour payer la nourriture, le logement ou encore les frais scolaires. Selon une autre ONG, cette fois-ci, Global Solidarity Initiative, 200 000 talibés font partie des 2042 écoles coraniques de Dakar. Un quart d'entre
d'entre eux seraient contraints de mendier dans les rues de la capitale sénégalaise. Et leur calvaire ne s'arrête pas là, Mickaël. Oui, parce que malheureusement pour ces jeunes enfants, la plupart vivent dans des conditions insalubres, ne mangent pas à leur faim. Beaucoup souffrent de problèmes dentaires et même parfois de problèmes de peau comme la gale. Au quotidien, ils subissent également des châtiments corporels dont les conséquences sont parfois dramatiques. Un talibé, entre guillemets bien sûr, est mort après un coup sur la tête car il ne connaissait pas sa leçon. Coup bien sûr donné par le maître d'école. Un autre a été battu aussi à mort, sans parler bien sûr des agressions sexuelles, des viols ou encore des problèmes mentaux, puisque beaucoup de ces élèves sont séparés de leur famille pendant plusieurs années et c'est donc des situations très difficiles à vivre pour eux. Et comment réagit justement le gouvernement sénégalais ? Eh bien, depuis quelques années, il s'est engagé à éradiquer cette mendicité forcée des talibés. 10 000 enfants ont déjà quitté la rue pour rejoindre leur famille ou des centres d'accueil. Une mesure qui est loin d'être efficace, puisque beaucoup d'entre eux reviennent finalement à la case départ, c'est-à-dire la rue. Le gouvernement a proposé également des écoles coraniques agréées par l'État, une alternative qui a séduit énormément de parents, mais là encore, des cas de maltraitance ont déjà été recensés par l'ONG Amnesty International. Cette ONG qui pointe aussi d'ailleurs le laxisme envers les bourreaux, ces maîtres d'école. De par leur statut dans la société sénégalaise, ils sont protégés alors que leurs actes sont eux punis par la loi. Et quelles sont les solutions ? Eh bien, Amnesty International en apporte plusieurs. Un agrément obligatoire et des inspections régulières pour ces établissements coraniques. Un projet de code de l'enfant vu d'un mauvais œil, surprise par les maîtres d'école. Enfin, reste la possibilité d'augmenter les moyens consacrés à la protection de l'enfance, inférieur aujourd'hui à 1% du budget de l'État sénégalais. Pour le moment, les dirigeants, en tout cas du pays, semblent opposés à toutes ces propositions. Voilà, ça fait froid dans le dos, c'est terrifiant ce que vous racontez. Ouais. Merci beaucoup, Mickaël. Tout de suite, on retrouve l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, c'est Rebecca Hampton. Est-ce que vous avez un moment marquant, drôle ? Alors, drôle, non, mais marquant, oui, toujours avec Monsieur Ullman. Donc avec John Travolta. C'est ça, avec John Travolta, GT, qui en fait, un jour, ma maîtresse étant absente, il est rentré dans la classe pour nous faire répéter, enfin, pour nous interroger sur les tables de multiplication. Donc j'étais hyper contente qu'il soit rentré dans la classe, et là, comme dans un film, puisque déjà, je m'imaginais toujours un peu dans un film. Vous saviez déjà que je voulais être comédienne ? Oui. Oui, oui. Mais j'ai levé la main bêtement, parce que en fait, je ne connaissais pas les tables. Et là, il m'a posé plein de questions, enfin plein de tables, et je me rappelle le 9 x 9. J'ai entendu 52, j'ai entendu 64, enfin bref, donc j'ai dit n'importe quoi. Ouais. Tout sauf 81. Et donc, il m'a regardé comme ça, et il m'a dit, demain matin, rendez-vous à 8h30 dans mon bureau avec toutes les tables. Donc, je suis rentrée chez moi en larmes. Je dis à maman, je t'en supplie, fais-moi faire toutes les tables de multiplication. Donc, logiquement, là, ma fille est en plein table de multiplication. Et je lui explique cette anecdote à chaque fois. Elle me dit, non, mais c'est bon, là. C'est bon. Voilà. Mais là, du coup, vous les connaissez pour toujours. En tout cas, 9 x 9, oui. Donc, du coup, est-ce qu'il y avait un professeur préféré ? On a bien compris, il y a le directeur. Il y a le directeur. Alors, j'ai adoré tous mes professeurs de primaire. Oui. Alors, j'ai plus les noms, il y a des choses qu'on oublie, mais je n'ai plus les noms, mais je sais que j'ai passé vraiment une scolarité de primaire très, très, très agréable. Et après Après, un peu moins. Je vous expliquerai pourquoi. On peut passer directement à la Oui, suite. bien sûr. Voilà, donc j'ai quitté cette école. Je suis arrivée au collège Henri IV, et en fait, quand je suis arrivée en 6e, je venais de tourner un film, en fait, fin CM2. Vous aviez déjà commencé ? Oui. Alors, bon, pour la petite histoire, j'ai fait Chantal Goya à 8 ans, donc de 8 à 10. Le spectacle Le Soulier qui vole, qu'elle est en train de jouer actuellement et qu'elle va terminer. Donc ça prenait beaucoup de temps, ça, dans la vie ? Les week-ends et le mercredi, ce qui ne m'empêchait pas de travailler. Donc ça, c'était chouette, mais c'était un petit comité. On ne voyait personne, on était entre nous. Et après, j'ai tourné un film quand j'étais en CM2, donc avec une préceptrice qui me faisait travailler en Suisse. D'accord. Mais il y a une affiche qui avait été collée, en fait, devant le collège. Et vous étiez sur l'affiche ? Et j'étais sur l'affiche. Et c'était horrible parce que, comme je vous l'ai dit, et ça ne m'a pas quittée, j'étais très timide. Et donc, j'ai un peu mal vécu cette affiche qui était devant l'école. Donc, les gens pensaient que je n'aimais pas parler et que j'avais un défaut de supériorité, alors qu'en fait, juste, j'étais timide. Ils n'avaient pas de la curiosité ? Ils n'avaient pas envie d'entrer en contact avec vous ? Non, c'est-à-dire que moi, j'avais tellement peur de tout le monde que je restais très enfermée sur mon lit. Et ils pensaient que vous aviez la grosse tête, quoi ? Ouais, je pense. La grosse tête, je ne sais pas, mais en tous les cas, que je n'avais pas trop envie de parler aux gens. Et la réaction des professeurs ? Eux, ils font leur truc. La 6e, c'est compliqué. Puis c'est un gros passage, je trouve, pour un enfant de passer en 6e. Le fait d'avoir plein de professeurs différents, le fait... Même en termes d'autonomie. J'ai un truc qui ne m'a jamais perdu, c'est que je me perds.
C'est-à-dire que je n'ai pas le sens de l'orientation. Donc j'étais bien quand j'étais dans une classe en primaire, mais dès que je suis arrivée en 6e et il fallait changer de classe... Vous étiez tout le temps en retard entre les cours? Non, j'étais jamais en retard, je ne suis jamais... Quoi qu'il arrive, je suis comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, je ne suis jamais en retard. Mais non, mais c'est vrai que je trouvais ça très perturbant, et toujours pour les enfants d'ailleurs. Une matière préférée à l'époque? Le français. Le français toujours, et après l'espagnol, et les langues en règle générale. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Rebecca Hampton pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, et à demain. Tout de suite, c'est le Zap, le meilleur de School TV. Finalement, vous utilisez le théâtre comme forme de catharsis pour pouvoir mettre à jour, accoucher de ces troubles vécus par les adolescents et les adolescentes. C'est exactement ça. L'objectif est multiple. D'un côté, on aimerait sensibiliser ceux qui n'ont pas conscience de ces troubles-là, qui existent. De l'autre côté, on aimerait sensibiliser aussi les harceleurs qui n'ont même pas conscience qu'ils font du mal, parce qu'en général, c'est plus un jeu pour eux. Et puis surtout, accompagner les harcelés, leur proposer des solutions, des démarches, pour comprendre que ce n'est pas normal d'être harcelé, et les amener à ne plus l'être, à reprendre confiance en eux, et à trouver des belles solutions viables. Oui, finalement, le théâtre permet ce jeu de rôle qui permet là aussi de pouvoir mieux comprendre le point de vue, la perspective de l'autre. Alors, je ne sais pas si on a vraiment envie de comprendre la perspective du harceleur en l'occurrence, mais on peut toujours, et on le voyait notamment sur les phénomènes de cyberharcèlement et d'harcèlement lors de la journée de lutte justement contre le harcèlement et le cyberharcèlement, journée nationale, on peut toujours être dans cette position, harcelé, harceleur, ou témoin de ces harcèlements sans forcément s'en rendre compte. C'est ça. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire par rapport à... On ne veut pas forcément connaître le point de vue du harceleur. Je pense que si. Ouais. Parce qu'au final, c'est très intéressant de comprendre pourquoi il harcèle. Ceux qui harcèlent sont souvent des gens qui ont eux-mêmes des problèmes. Et les délaisser ou les pointer du doigt ou leur dire que c'est mal ce qu'ils font, et ben ça va pas du tout les aider. Ouais. Et au contraire, ça va devenir eux les harceler. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que tout le monde s'entende, au moins se tolère et puisse évoluer tranquillement. Et c'est pour ça que, dans le même style, on ne veut pas non plus mettre la faute sur les profs, ou sur les encadrants, les parents. Tout le monde a un rôle à jouer, c'est certain. Mais c'est pas la faute de quelqu'un, c'est la faute d'un environnement. Et c'est cet environnement-là qu'on essaye de comprendre et de dénouer à travers le théâtre. Le bonheur, ça s'apprend, et cela dès le plus jeune âge. Et oui, on peut le dire comme ça. Effectivement, toutes ces compétences qui permettent d'être plus heureux, de mieux réussir à l'école, de mieux interagir avec les autres, d'être plus en paix avec soi-même, eh bien, elles se cultivent, elles se développent. Et s'il n'y a pas d'âge pour apprendre... Mais c'est dur à faire comprendre qu'il faut apprendre le bonheur, que c'est comme tout, ça s'apprend. C'est pas une injonction au bonheur. C'est vraiment une aptitude, une façon de voir la vie. Et c'est vrai que ces compétences-là, en France, c'est peut-être un petit peu innovant. Ça l'est un peu moins ailleurs. Et donc c'est vrai que ça peut surprendre dans les pays anglo-saxons principalement, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Australie beaucoup. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Et c'est vrai que chez nous, on dit que c'est innovant pour nous, et je pense que pour une grande majorité d'enseignants et de professionnels qui nous suivent, ce sont des compétences déjà qu'on cultive depuis longtemps. On n'a pas eu besoin d'attendre la circulaire ou les instructions officielles de 2015 pour agir. Il y a énormément de professionnels sur le terrain qui font de belles choses. Aujourd'hui, simplement, cette terminologie des compétences psychosociales est apparue, et c'est tant mieux parce qu'elle renforce déjà certaines pratiques existantes, et surtout elle va nous permettre d'aller beaucoup plus loin en nous appuyant sur ce que dit la recherche sur le sujet, puisque ces compétences, c'est des formidables déterminants du bien-être. J'ai testé pour vous emballer ces cadeaux de manière originale. C'est parti. Pour emballer ces cadeaux, il nous faudra bien sûr du papier cadeau, du ruban, un stylo, une colle, du scotch et une paire de ciseaux. On commence par le premier cadeau. Ici, on va former un sapin à l'aide d'un ruban. Pour cela, commencez par marquer des points au stylo, là où vous imaginez les branches de votre sapin. Mettez-y un peu de colle, formez un sapin à l'aide de votre ruban. Venez ensuite le fixer sur votre cadeau. Bon, le résultat est assez original, comme vous pouvez le constater. Je crois que je suis plus douée en bûche qu'en emballage de papier cadeau. Mais je n'abandonne pas pour autant, on passe au suivant. Celui-là fonctionne avec un livre, mais également avec un jeu de société, bref, une surface plane. Emballez tout d'abord votre cadeau de manière classique. Tout va se jouer sur la partie haute de votre présent, où il faut laisser un peu de marge. Placez ensuite votre ruban et enroulez-le dans le papier cadeau. Venez former un joli nœud, et voilà le travail.
Je m'améliore, non? Et enfin, le dernier, parfait pour emballer une peluche de façon originale. Commencez par un petit point de scotch autour de la peluche, c'est juste pour constituer une forme adaptée. Vous pouvez mettre ensuite la peluche de côté, on la glissera dans l'emballage à la fin. Aplatissez votre papier cadeau, puis pliez-le en deux dans le sens de la longueur. Repliez des deux côtés vers l'intérieur comme ceci. Découpez les extrémités. Regardez, ça donne une jolie forme de bonbon. Glissez-y la peluche, attachez avec des rubans pour l'effet waouh. Et voilà, il n'y a plus qu'à offrir maintenant. Joyeux Noël! Et vous avez eu envie, justement, pour ce Noël 2022, de lancer ce Noël solidaire. Ça se déroule depuis le début du mois de décembre en partenariat avec l'association lilloise La Clé. Concrètement, pour un abonnement à l'application Corneille acheté, un abonnement est offert à un enfant qui va bénéficier justement de ce programme de soutien scolaire de l'association La Clé. Comment vous est venue l'idée, tout simplement ? C'est une rencontre d'abord avec cette association qui nous tient vraiment à cœur, qui est une association locale ici à Lille et sur toute la métropole, qui soutient des élèves en difficulté scolaire, mais aussi qui donne des cours d'alphabétisation à un public empêché, à des publics illettrés. C'est une association qui est implantée sur le territoire depuis de longues années et qui fait un travail de terrain qui est vraiment exceptionnel, avec des cours particuliers pour les jeunes et pour les adultes en one-to-one, avec un grand nombre de bénévoles. Il y a 450 bénévoles et 600 bénéficiaires. Donc ça a été d'abord un gros coup de cœur pour l'association. Et puis pour nous, ça avait du sens de proposer ça à nos clients, en fait, d'avoir un Noël où on subventionne la lecture pour des enfants. C'est un peu notre cœur de métier, c'est ce qui nous passionne. Donc voilà, ça avait du sens de faire cette offre de Noël solidaire. Quel est votre sentiment justement sur ce que certaines personnes appellent l'éducation alternative? Est-ce que c'est véritablement une éducation alternative ou c'est une éducation à part entière? C'est une éducation à part entière. Il me semble que c'est une éducation d'abord de tout le corps professoral, de tout le corps enseignant, des encadrants, des chefs d'établissement, des corps d'inspection. C'est un travail de tout le monde, de se transformer, d'apprendre à se connaître d'abord, pour ensuite pouvoir acquérir et construire des habiletés, pour ensuite construire des routines aussi, et que ça devienne finalement une seconde nature. Voilà. Alors, c'est une question de mindset, comme disent les Américains? Absolument, oui. Je pense que, et mes collègues seront d'accord pour dire que, pour incarner cette posture et ces pratiques, il faut se questionner sur soi, sur ce qu'on appelle la posture réflexive, qui est vraiment par soi, en fait. Et tout chemin commence par soi. Et c'est toute la beauté et peut-être toute la difficulté. C'est-à-dire que pour aider les jeunes à développer leurs compétences, ces habiletés, il faut d'abord croire que ces habiletés peuvent évoluer. En avril 2021, vous disiez au Monde, je vous cite, les ados vivent une période vraiment difficile, mais globalement, ils tiennent le coup. C'est toujours vrai un an et demi plus tard ? Alors oui, il résiste malgré les multiples crises qui se succèdent les unes derrière les autres. Là, je parlais du Covid, mais il y a toutes les autres crises et toutes ces choses toute cette incertitude qui gagne les ados, qui les touche et qui les touche plus encore que les adultes. Et ça, vous l'avez vraiment constaté en consultation, il y a de plus en plus de demandes, c'est ça ? Oui, il y a de plus en plus de demandes, mais surtout, il y a de plus en plus d'urgences, c'est-à-dire des situations de crise. Et ces situations de crise, elles montrent d'abord que ces ados auraient dû être pris en charge avant. Il n'y aurait pas eu cette urgence, cette crise, cette douleur, cet aspect tragique parfois que prennent les choses lorsqu'un adolescent va très mal. Que leurs parents sont épuisés aussi et que du coup ils arrivent... Il faudrait les épauler eux aussi. Et bien sûr, et que ça, le fait qu'eux aussi subissent les crises et que ils aient du mal à trouver de l'aide suffisamment bonne et suffisamment rapide, eh bien, ça fait que ça augmente les crises. Et puis que la société, elle va pas très bien non plus et que donc, il y a, comme si plus rien ne tenait ces adolescents. Parce que les parents, ils n'ont pas beaucoup de réponses non plus sur la guerre en Ukraine, sur le Covid, sur l'urgence écologique. On n'est pas à l'aise pour répondre. Sur les coupures de courant qui vont changer notre vie, etc. Oui, bien sûr, les adultes ne savent pas. Augmentation du nombre de suicides des jeunes. On rappelle que c'est la cause première de décès chez les ados. Exactement. Donc, 10 à 15% des adolescents d'une classe d'âge qui ne vont pas bien, c'est énorme, c'est trop. Et effectivement, à l'intérieur de ce chiffre, c'est cette réalité
de perdre l'envie de vivre, de perdre l'envie de se battre, aussi de perdre l'envie de devenir adulte, hein, parce qu'il y a ça qui est au fond en jeu. Et donc ça, c'est un vrai changement que vous observez. Oui, je pense que c'est là où j'observe le changement le plus important, c'est cette perte de l'élan vital, comme si, au fond, la vie ne valait pas d'être vécue. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. schooltv.com pour nous retrouver, canal 247 sur les Freebox. Merci, Mickaël, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous retrouve jeudi pour l'actu, bien sûr, et les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Loïc Landreau sera là demain aussi, donc jeudi, Mickaël Dos Santos. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Raphaël Morel. Au son, c'est Alexis Oussabassidis. Au maquillage, c'est Emma Razafid-Ralambo, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Bonne soirée à tous et à bientôt. Enfin, demain.